Mesdames et messieurs, chers curieux de l'infini, bien le bonjour. Pour cette vidéo, nous allons retourner aux bases de la chaîne. On va se poser une question fondamentale lorsqu'on s'intéresse à la physique, où se trouve la Terre dans l'univers. Une question importante dans l'histoire de l'humanité qu'on va essayer de comprendre, et faites-moi confiance, c'est un sujet bien plus fascinant qu'il n'y paraît. Bon, comme je sais que vous êtes curieux, on ne va pas directement partir sur des concepts compliqués. On va d'abord faire un bond dans l'histoire pour voir des notions assez connues. Mais c'est toujours intéressant de faire une petite piqûre de rappel et de revoir la place de la Terre dans toute l'histoire de l'humanité. Bon, évidemment, on va pas faire toute l'histoire, ça serait beaucoup trop long. Mais bon, en gros, vous le savez évidemment, pendant une grande partie de l'histoire, les humains ont pensé que la Terre occupait une place centrale dans l'univers, le géocentrisme. Après tout, c'est l'idée la plus intuitive. Quand on regarde le ciel, on a l'impression que le sol reste immobile, tandis que le soleil, la lune et les étoiles se déplacent autour de nous. Rien, strictement rien dans notre expérience quotidienne ne laisse penser que la Terre tourne sur elle-même ou qu'elle voyage dans l'espace à très grande vitesse. Faut être fou pour penser le contraire à cette époque. Le modèle géocentrique correspondait donc assez bien à ce que chacun pouvait observer. Et dans l'Antiquité, plusieurs penseurs grecs ont tenté de décrire le mouvement des astres. Le modèle le plus influent est celui de l'astronome Claude Ptolémée au IIe siècle. Dans son modèle, la Terre était immobile au centre et les autres astres tournaient autour d'elle. Enfin, si on peut appeler ça tourner. Les planètes connues à cette époque-là avaient des trajectoires étranges. Elles semblaient ralentir, s'arrêter, puis repartir brièvement en arrière. C'était bizarre. On parle de mouvement rétrograde quand elles reculent. Mais la base même de la trajectoire reposait sur un modèle d'épicycle. En gros, la Terre tourne autour d'un cercle, l'épicycle, et le centre du cercle se déplace sur un plus grand cercle, le déférent, qui est cette fois-ci centré sur la Terre. Ça donne donc un système compliqué, mais qui permettait de prévoir assez correctement la position de nombreux astres. Après, je tiens à préciser qu'il ne faut pas croire que les savants de l'époque manquaient d'intelligence ou de curiosité. Ils construisaient simplement leur modèle à partir des observations disponibles. Sans télescope, sans photographie et sans moyen de quitter la surface de la Terre, il était extrêmement difficile de prouver que notre planète se déplaçait. Et en plus, on n'avait pas les théories physiques modernes. Après tout, on ne ressent pas sa rotation, et pourtant, à l'équateur, la surface terrestre se déplace à plus de 1600 km/h à cause de cette rotation. On ne sent pas cette vitesse parce qu'on est entraîné avec la planète, de la même manière qu'on peut se sentir immobile dans un train roulant à vitesse constante. C'est le même principe. Ensuite, au XVIe siècle, Nicolas Copernic a proposé de placer le Soleil et non la Terre au centre du système planétaire connu. Dans ce modèle, appelé modèle héliocentrique, la Terre devient simplement une planète parmi les autres. Elle tourne sur elle-même et accomplit une révolution autour du Soleil. Cette nouvelle organisation expliquait plus simplement certains mouvements observés dans le ciel. Les planètes ne repartaient pas en arrière, donc c'est déjà pas mal. Bon, l'idée n'a pas été acceptée immédiatement, vous en doutez bien, c'est compliqué de dire à la religion que non, la Terre que Dieu a créée n'est pas au centre de tout. Il faut comprendre qu'à cette époque, cette théorie bousculait une vision du monde installée depuis des siècles. Et ça soulevait aussi des difficultés scientifiques, en plus des tensions religieuses et philosophiques de l'époque donc. Parmi les difficultés scientifiques, il y avait des questions tout à fait légitimes. Si la Terre se déplace, pourquoi ne sent-on rien? Pourquoi les objets lancés en l'air ne restaient-ils pas en arrière? Pourquoi les étoiles semblaient-elles garder les mêmes positions les unes par rapport aux autres? Aujourd'hui, ces questions ont évidemment des réponses assez simples, mais à l'époque, il a fallu du temps, de nouvelles observations et évidemment de nouvelles théories pour les résoudre. Ensuite, au XVIIe siècle, Galilée a utilisé une lunette astronomique pour observer le ciel avec une précision qu'on n'avait jamais connue avant. Je précise rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, une lunette astronomique fonctionne avec un système de lentilles, tandis qu'un télescope, au sens strict, fonctionne avec un système de miroir. Quoi qu'il en soit, Galilée a découvert avec sa lunette des satellites qui tournent autour de Jupiter, les fameuses lunes de Jupiter. Cette observation était extrêmement importante car elle montrait que tout ne tournait pas autour de la Terre. Et si tout ne tourne pas autour de la Terre, alors peut-être que la Terre n'est pas le centre du monde. Galilée a également observé les phases de Vénus qui s'expliquent beaucoup mieux si cette planète tourne autour du Soleil. Johannes Kepler a ensuite montré que les planètes ne suivent pas des cercles parfaits mais des orbites elliptiques. Il a d'ailleurs élaboré les 3 lois de Kepler. Puis Isaac Newton a expliqué, grâce à la gravitation, pourquoi les planètes restaient en orbite au lieu de partir en ligne droite ou de tomber sur le Soleil. À cette période de l'histoire, la Terre a donc perdu sa place au centre du monde. Bon, quoique, il y a toujours des humains qui pensent toujours que la Terre est au centre du monde, donc Bon, malgré le fait que la Terre a perdu sa place, il y en a un qui a gardé sa place à cette époque-là, le Soleil. Lui, il a conservé sa position privilégiée pendant quand même un certain temps. Les astronomes savaient que les étoiles étaient très éloignées, mais ne comprenaient pas encore clairement la forme de la Voie lactée, ni la place du Soleil en son sein. À mesure que les instruments ont progressé, ils ont découvert que la bande lumineuse visible dans le ciel nocturne était formée d'un immense ensemble d'étoiles. Le Soleil fait partie de cette galaxie, mais il n'en occupe absolument pas le centre.
Ensuite, au XXe siècle, les observations ont montré que le système solaire se situe loin du centre de la galaxie, dans une région relativement ordinaire de la Voie lactée. Et enfin, les astronomes ont compris que certaines taches floues observées dans le ciel n'étaient pas de simples nuages de matière appartenant à notre galaxie, on pense à l'époque que c'était des nébuleuses, non, il s'agissait d'autres galaxies très éloignées de la nôtre, contenant elles aussi des milliards d'étoiles. La Voie lactée a donc cessé à son tour d'être considérée comme l'ensemble de l'univers. Elle est simplement devenue une galaxie parmi une multitude d'autres. À chaque étape de cette histoire, la Terre a perdu une position que l'on croyait spéciale. La Terre n'est pas le centre du système solaire, le Soleil n'est pas le centre de la Voie lactée, et la Voie lactée n'est pas le centre connu de l'univers. Cette succession de découvertes ne signifie pas forcément que la Terre est insignifiante, même si à l'échelle cosmique, bon, on va pas se mentir, elle est minuscule. Mais ça montre surtout que notre intuition est extrêmement limitée par le lieu depuis lequel nous observons. Nous voyons naturellement le monde comme s'il était organisé autour de nous, mais la science nous oblige forcément à prendre du recul. Cette histoire révèle donc un problème essentiel. Pendant longtemps, demander où se trouvait la Terre revenait à chercher sa position par rapport à un centre supposé. Or, plus les connaissances ont progressé, plus ce centre a reculé, puis carrément disparu. Pour situer réellement notre planète, il faut donc abandonner l'idée d'une place unique et commencer par se poser une question beaucoup plus fondamentale, par rapport à quoi voulons-nous mesurer sa position? Et ce qu'on vient de voir montre surtout une chose. Pour savoir où se trouve quelque chose, il faut d'abord construire un système de repères. Sans carte, sans coordonnées et sans méthode commune, même une information très simple peut vite devenir difficile à situer. C'est assez similaire quand on développe une activité ou un projet en ligne. Au début, on peut encore gérer ses contacts, ses emails et ses messages un peu au cas par cas, mais plus l'audience grandit, plus il devient compliqué de savoir à qui parler, quand le faire et avec quel message. C'est quelque chose avec lequel Brevo, le sponsor de la vidéo, peut aider. Brevo est une plateforme tout en un de marketing et de communication client qui permet de regrouper au même endroit l'email marketing, les SMS, WhatsApp, le CRM et l'automatisation marketing. Par exemple, au lieu d'envoyer exactement le même email à toute votre audience, vous pouvez organiser vos contacts en fonction de leurs intérêts ou de leurs actions. Puis leur envoyer des communications plus pertinentes. Quelqu'un qui vient de s'inscrire à votre newsletter ne recevra pas forcément le même message qu'une personne qui suit votre projet depuis plusieurs mois. Vous pouvez aussi automatiser certains parcours, un nouvel abonné peut recevoir une série d'emails de bienvenue, un client peut être recontacté au bon moment, et vous pouvez ensuite analyser les résultats pour comprendre ce qui fonctionne réellement. Aura AI peut également vous aider à préparer et optimiser vos campagnes sans avoir besoin de tout construire manuellement. L'idée ce n'est donc pas seulement d'envoyer davantage de messages, mais de mieux communiquer avec un système plus clair et plus personnalisé, tout en gardant du temps pour développer le projet lui-même. Utilisez mon code ANTA50 ou le lien en description pour bénéficier de 50% de réduction sur les offres starter et standard de Brevo pendant les 3 premiers mois. Cette offre est réservée aux nouveaux utilisateurs. Bon, j'ai envie de faire une petite remarque pour revenir sur un point quand même très important, la question du référentiel. Parce que pour comprendre pourquoi il est difficile de donner une adresse absolue à la Terre, il faut d'abord examiner ce que ça signifie le mot position en physique. Et ça peut ne pas paraître très intéressant, mais si on fait pas ça, en fait, ça n'a pas vraiment de sens d'analyser la position de la Terre. Alors, une position, comme ça semble simple à définir. Vous pouvez dire que vous êtes assis dans une pièce, que cette pièce se trouve dans un immeuble, que cet immeuble se situe dans une rue et que cette rue appartient à une ville, et si on regarde bien, chacune de ces indications repose sur un point de référence. Vous êtes dans la pièce par rapport au mur, vous êtes dans l'immeuble par rapport aux autres bâtiments, vous êtes dans la ville par rapport à une carte par exemple. Disons simplement que sans repère, dire où vous vous trouvez, ça n'a aucun sens. Eh bien en physique, ce point de référence, c'est ce qu'on appelle un référentiel. C'est simplement un cadre choisi pour décrire la position et le mouvement d'un objet, et c'est indispensable. C'est indispensable parce qu'un même objet peut sembler immobile dans un référentiel et en mouvement dans un autre. Si ça vous semble bizarre, c'est pas grave, vous allez comprendre. Lorsque vous êtes assis dans un train, vous êtes immobile par rapport à votre siège. Pourtant, par rapport au paysage ou par rapport à une personne située dehors, vous vous déplacez à grande vitesse. Et techniquement, aucun des deux points de vue n'est faux. Ils décrivent simplement le mouvement depuis des référentiels différents. Donc oui, vous pouvez être à la fois immobile et en mouvement, ça dépend simplement du référentiel choisi. Bon, en soi, la même chose se produit pour tous les corps dans l'univers. Et ça se produit forcément aussi pour la Terre. À l'échelle de notre vie quotidienne, le sol paraît fixe. Une maison ne semble pas se déplacer, une route garde toujours la même position sur une carte. Mais cette immobilité existe simplement parce qu'on se place dans un référentiel terrestre, c'est-à-dire un référentiel lié à la surface de la Terre. Si on choisit le centre de la Terre comme point de référence, on est continuellement entraîné par la rotation de la planète. Si on prend le Soleil comme référence, la Terre parcourt son orbite en une année. Si on observe le système solaire depuis le centre de la Voie lactée, alors la Terre accompagne le Soleil dans son déplacement autour de la galaxie.
La Terre a donc plusieurs positions selon l'échelle choisie. Par rapport au Soleil, elle se trouve à une distance moyenne d'environ 150 millions de kilomètres, mais il faut bien comprendre que cette distance ne suffit absolument pas à donner une position complète, car la Terre elle change constamment de place sur son orbite. Pour savoir où elle se trouve exactement, il faut aussi préciser une direction et un moment. Une adresse astronomique, ce n'est donc pas seulement une suite de coordonnées, c'est toujours associé à une date, parce que les astres sont constamment en mouvement. Bon, si on augmente encore l'échelle, on peut situer le système solaire dans la Voie lactée. Il se trouve dans une région située loin du centre de la galaxie, au sein d'une structure appelée le bras d'Orion. Et là encore, l'information, elle reste relative. Elle indique notre position par rapport à la forme de la galaxie et à son centre. Or, le Soleil tourne lui aussi autour de ce centre, entraînant avec lui la Terre, les autres planètes, les astéroïdes et les comètes du système solaire. Une description exacte devrait donc tenir compte de ce déplacement, et là on comprend vite que c'est la merde. Et en plus, pour en rajouter, même le centre de la Voie lactée n'est pas un point fixe dans l'univers. Notre galaxie appartient au groupe local, un ensemble qui comprend notamment la galaxie d'Andromède, ainsi que de nombreuses galaxies plus petites. Et ce groupe, le groupe local, se déplace lui-même par rapport à d'autres groupes de galaxies. Bon, à mesure qu'on élargit l'échelle, le référentiel change, et la position de la Terre doit être redéfinie. Il n'existe donc pas une seule adresse cosmique, mais plutôt une succession d'adresses emboîtées. On peut dire que la Terre appartient au système solaire, que celui-ci se trouve dans la Voie lactée, que la Voie lactée appartient au groupe local, et que ce groupe fait partie d'une région beaucoup plus vaste de l'univers. Les astronomes utilisent évidemment des systèmes de coordonnées très précis pour repérer les astres dans le ciel, peuvent indiquer la direction d'une étoile ou d'une galaxie à l'aide de coordonnées comparables à la latitude et la longitude. Ces systèmes sont extrêmement utiles pour observer un objet, le retrouver et suivre son mouvement, mais ils décrivent surtout la direction dans laquelle nous voyons cet objet depuis un certain point de vue. Ils ne donnent pas une adresse universelle indépendante de notre position. Il n'y a pas d'adresse universelle absolue, ça reste toujours défini par rapport à un référentiel. Et en plus, le pompon, c'est que la distance pose une autre difficulté. Parce que lorsqu'on observe un objet lointain, on ne le voit pas tel qu'il est au moment présent, on le voit grâce à la lumière qu'il a émise dans le passé. Le soleil, par exemple, vous allez peut-être dire qu'on le voit d'une manière instantanée, et pourtant il nous apparaît tel qu'il était un peu plus de 8 minutes auparavant, car forcément sa lumière met du temps à nous atteindre. Dès qu'on regarde le soleil, on ne voit donc pas exactement le soleil présent, mais le soleil d'il y a environ 8 minutes. Une galaxie située il y a des millions d'années-lumière est observée telle qu'elle était il y a des millions d'années. La position visible ne correspond donc pas forcément à la position actuelle. Une adresse cosmique précise doit donc répondre à plusieurs questions. Par rapport à quel objet mesure-t-on la position? Quel système de coordonnées utilise-t-on? À quel instant cette position est-elle valable? Et parle-t-on de l'endroit où l'objet se trouve maintenant ou de l'endroit où nous le voyions dans le passé? Sans toutes ces précisions, la phrase « la Terre se trouve ici », ça reste incomplet. Ça ne signifie pas que toute localisation est impossible ou totalement arbitraire, Les référentiels permettent au contraire de mesurer les positions et les mouvements avec une très grande précision. Les sondes spatiales peuvent atteindre des planètes lointaines parce que les scientifiques calculent leur trajectoire dans des référentiels soigneusement définis. Cependant, aucun de ces repères ne peut être présenté comme le repère naturel et absolu de l'univers. Chacun est choisi parce qu'il est pratique pour une observation ou un calcul particulier. Donc à la question où se trouve la Terre, on peut répondre mais seulement à condition d'ajouter par rapport à quoi. Ça n'a pas de sens de chercher à savoir où est la Terre sans se demander d'abord par rapport à quel référentiel on veut la situer. Et cette absence de repère universel devient encore plus importante lorsqu'on comprend que l'univers lui-même ne semble posséder aucun centre privilégié. Et ça c'est ce qu'on va voir dans la suite. Si on veut situer la Terre dans l'univers, il y a une idée qui semble presque inévitable, il devrait exister un centre, ou un point d'origine, à partir duquel toutes les positions pourraient être définies. Après tout, une ville possède un centre, une planète possède un noyau, une galaxie tourne autour d'une région centrale, souvent un trou noir supermassif. Il est donc évidemment tentant d'imaginer l'univers comme une immense sphère dotée elle aussi d'un milieu bien défini, une sorte de grille permettant d'attribuer une adresse précise à chaque objet. Pourtant, selon notre compréhension actuelle, l'univers ne possède ni centre connu, ni repère fixe et universel. Et pour dire vrai, on n'est même pas sûr de la forme globale de l'univers. La difficulté vient en partie de la manière dont on imagine le Big Bang. Dans la représentation populaire, ça ressemble souvent à une gigantesque explosion survenue en un point précis, projetant toute la matière dans un espace vide. Effectivement, si cette image était correcte, il suffirait en théorie de retrouver le lieu de l'explosion pour identifier le centre de l'univers. Les galaxies s'éloigneraient alors de ce point comme les débris d'une bombe s'éloignent du lieu où elle a explosé. Mais cette image est tout simplement fausse. Le Big Bang ne décrit pas une explosion ordinaire dans l'espace, il correspond plutôt au début de l'expansion de l'espace lui-même. Ça peut paraître complexe dit comme ça, mais l'idée importante est la suivante.
La matière n'a pas été projetée dans un endroit particulier vers des régions vides, non. C'est simplement qu'à une époque très ancienne, forcément au début de l'univers, les régions de l'univers observables étaient beaucoup plus proches les unes des autres. Ensuite, les distances entre elles ont augmenté à mesure que l'espace lui-même s'est dilaté. C'est bien l'espace lui-même qui s'est étendu. Et d'ailleurs, cette expansion continue encore aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette expansion ne s'est pas produite depuis un centre unique, elle a eu lieu partout, puisque le partout était cette singularité initiale. Bon, une comparaison classique qui permet mieux de comprendre cette idée, même si elle reste imparfaite, c'est l'image du ballon. Imaginez des points dessinés sur la surface d'un ballon. Et ce ballon, on le gonfle. Lorsque le ballon grandit, chaque point s'éloigne des autres. Pourtant, aucun point situé sur la surface ne peut être désigné comme le centre de l'expansion. Et en plus, chaque point a l'impression que tous les autres s'éloignent de lui. Ce qui est le cas, vu que l'espace entre ces points se dilate. Mais ce n'est pas un mouvement direct de leur part dans l'espace, c'est l'espace lui-même qui les éloigne. Bon, le ballon, c'est généralement l'image qu'on utilise pour représenter de manière métaphorique la loi de Hubble, qui décrit l'expansion de l'univers. Bon, pour revenir à la métaphore du ballon, le centre géométrique du ballon se trouve bien à l'intérieur. Mais il n'appartient pas à la surface sur laquelle se trouvent les points. Pour des êtres qui ne connaissent que cette surface, l'expansion n'aurait donc aucun centre accessible dans leur monde. En gros, dans cette analogie, notre univers serait la surface du ballon et pas l'intérieur du ballon. Évidemment, notre univers possède 3 dimensions d'espace et non 2 comme la surface d'un ballon. Il ne faut donc pas prendre cette comparaison au pied de la lettre. Elle sert seulement à montrer qu'un espace peut s'agrandir sans que son expansion parte d'un lieu particulier appartenant à cet espace. Il n'est donc pas nécessaire d'imaginer l'univers comme un objet qui gonfle dans un espace extérieur. En cosmologie, l'expansion désigne avant tout l'augmentation des distances entre des régions très éloignées dû au fait que l'espace se dilate. Je sais que tout ça, ça peut paraître assez abstrait, mais c'est vraiment fondamental en cosmologie. Depuis la Terre, nous observons que les galaxies lointaines s'éloignent de nous. Plus une galaxie est distante, plus cet éloignement lié à l'expansion est important. C'est la loi de Hubble. Cette observation pourrait donner l'impression que nous occupons le centre du mouvement, puisque tout semble s'éloigner de nous, mais pourtant, comme j'ai dit, un observateur situé dans une autre galaxie, sur un autre point sur le ballon en quelque sorte, il verrait lui aussi les galaxies lointaines s'éloigner de sa propre position. Exactement comme chaque point aurait l'impression sur le ballon d'être le centre du monde. Alors oui, certains vont dire, mais certaines galaxies entrent en collision, si elles s'éloignent, comment ça se fait ? Et cette remarque est bien fondée. Mais c'est parce qu'à petite échelle, la gravité peut être plus forte que l'expansion de l'univers. Tout dépend surtout de la distance entre deux galaxies. Si deux galaxies sont très éloignées, leur attraction gravitationnelle devient extrêmement faible, et l'expansion peut dominer leur mouvement apparent. Mais si deux galaxies sont assez proches, leur gravité mutuelle peut l'emporter sur l'expansion. Elles peuvent finir par se rapprocher, voire forcément entrer en collision. Tu as beau t'éloigner de 1, si tu te rapproches de 3, tu finis par te rapprocher de 2. En gros, même si l'expansion tend à augmenter les distances à grande échelle, les mouvements locaux peuvent totalement dominer à petite échelle. D'une manière locale, ça domine totalement en fait. L'expansion ne sépare donc pas tous les objets de manière uniforme. À petite échelle, la gravitation maintient ensemble les planètes, les étoiles, les systèmes stellaires et les galaxies. Heureusement, c'est surtout entre les très grands ensembles de galaxies que l'augmentation des distances devient visible. Et ça, il faut vraiment retenir. D'ailleurs, pour revenir au sujet de la vidéo, donc, ces mouvements rendent également impossible l'existence d'une adresse cosmique absolue. On pourrait imaginer une grille de coordonnées couvrant tout l'espace avec un point d'origine choisi une fois pour toutes. La Terre recevrait alors 3 nombres indiquant sa position exacte, mais en pratique, rien dans l'univers ne semble fournir un repère fixe et universel. Une adresse fondée sur le Soleil, la Voie lactée ou une autre galaxie changerait avec le temps, puisque tous ces objets sont eux-mêmes en mouvement. Et puisque l'espace lui-même se dilate à très grande échelle, les distances entre certaines régions de l'univers changent également avec le temps. La position de la Terre n'est donc jamais un simple lieu absolu. C'est une position, à un instant donné, définie dans un référentiel particulier. Car voilà, une carte cosmique ne pourra jamais être totalement immobile. À cause de l'expansion accélérée de l'univers, la notion même de distance devient beaucoup moins intuitive. Pour une galaxie très lointaine, il existe plusieurs manières de définir la distance. On peut parler de la distance parcourue par sa lumière, de la distance qui nous sépare d'elle lorsque cette lumière est émise, ou encore de la distance que nous lui attribuons aujourd'hui en tenant compte de l'expansion de l'univers. Toutes ces valeurs ne sont pas forcément identiques. Et en soi, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, la vitesse de la lumière est aussi là pour compliquer encore une fois la situation. Puisque oui, la lumière a une limite, rien ne peut transporter l'information plus vite que la lumière dans le vide. Lorsque nous regardons le ciel, nous n'observons jamais l'univers exactement tel qu'il est au même instant, partout. Même la lumière de la Lune arrive avec un peu plus d'une seconde de retard.
Le soleil nous apparaît tel qu'il était environ 8 minutes auparavant, comme j'ai dit. Les étoiles nous apparaissent telles qu'elles étaient plusieurs années, voire plusieurs milliers d'années plus tôt. Et pour les galaxies les plus éloignées, ce décalage peut atteindre des milliards d'années. Le ciel est donc une accumulation d'images provenant de différentes époques. Comme le disait Hubert Reeves, regarder loin, c'est regarder tôt. Et dernier point sur lequel je voulais revenir, l'expression univers observable peut aussi prêter à confusion. On dit parfois que la Terre se trouve au centre de l'univers observable, et cette affirmation est totalement exacte. Mais elle ne signifie absolument pas que notre planète occupe le centre de tout l'univers. L'univers observable correspond simplement à la région dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le début de l'univers. C'est une sorte de bulle de l'univers que nous pouvons observer. Il existe peut-être des régions situées au-delà de cette bulle dont la lumière n'a tout simplement jamais eu le temps de nous parvenir. Puisqu'on observe cette région depuis la Terre, elle forme autour de nous une sorte de sphère. C'est pour ça que je parle de bulle. Et dans cette bulle, nous sommes forcément au centre. Un observateur situé dans une autre galaxie, peut-être même à l'autre bout de l'univers observable, posséderait lui aussi son propre univers observable centré sur sa position. Donc oui, la question de la forme et des limites de l'univers est assez intrigante. Dites-moi d'ailleurs si c'est un sujet que vous aimeriez bien que je traite dans les futures vidéos. J'ai déjà traité par le passé, mais les vidéos commencent à vieillir. Et en parlant de vidéos, c'est la fin de celle-ci. Je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de vidéo dans la première moitié d'août. Faut quand même que je rentre voir ma famille dans le sud pendant les vacances d'été, et en plus mon monteur doit prendre des vacances bien méritées. Je reviendrai avec des vidéos classiques, mais aussi avec certaines annonces qui viendront en temps et en heure. Je vous parlerai de tout de toute façon. Merci à Brevo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci bien évidemment aux tipeurs qui m'aident financièrement dans cette tentative de vivre de YouTube. Profitez bien de vos vacances, merci à toutes les formes de soutien, que ça passe par le like, le boost, l'abonnement, le partage ou le commentaire. Normalement, la section commentaires partira moins en vrille que celle de ma vidéo sur l'explication scientifique de l'homosexualité. Ça devrait pas être trop compliqué en même temps. Il ne me reste plus qu'à vous dire, continuez de rêver, continuez d'apprendre, continuez d'être curieux. À la prochaine.